J'avais prévu un peu de justifier le choix d'Ajax, peut-être aussi de rappeler le mot grec héros. Alors c'est pas héros, hein, c'est héros. Donc il y a un long, un esprit, et c'est un mot qu'on trouve déjà dans le mycénien, qui est un mot ancien, qui a un sens religieux, de demi-dieu, d'une figure à la fois divine et mortelle, qui est souvent attaché à des dieux locaux, ancrés dans un territoire, un paysage, et lié à des cultes funéraires. Et beaucoup de héros non divins ont droit à des traitements de ce type, c'est le cas d'Ajax. Et dans le vocabulaire grec, à époque hellénistique, héros, ça désigne un mort. Si vous êtes baladé en Turquie, si vous avez vu les tombes, les inscriptions d'Asie mineure, très souvent le défunt, il est appelé héros, parce que au fond, un bon héros, c'est sûrement un héros mort. En tout cas, ça désigne des gens qui ne sont plus de ce temps, et ça renvoie au temps passé, à autre chose. Ça, c'est le premier point. Et toujours pour continuer avec le vocabulaire, autour du mot héros, il y a le terme héroon, qui est le lieu du héros, donc le sanctuaire, le bâtiment dans lequel on vénère un héros. On a le terme héroïkos, qui désigne à la fois tout ce qui relève de l'adjectif, tout ce qui relève d'un comportement qui concerne les héros. Donc pas seulement un comportement héroïque au sens où nous l'entendrions, mais un discours sur les héros. Et il y a un très beau texte de Philostrate, Héroïkos, qui sont des récits. Philostrate, c'est un personnage qui écrit en pleine époque impériale romaine, mais qui discute avec un pêcheur des récits du temps passé. Et c'est une espèce de roman héroïque dont je vous recommande la lecture. À cela près que je ne crois pas qu'il y ait de traduction française commode, mais la roue à livre pourrait peut-être pallier à ça. Et puis il y a un verbe, héroïzo, dont on pourrait penser qu'il veut dire héroïser, mais qui en grec ancien signifie écrire des vers épiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de héros sans épopée, en somme. Où il n'y a pas de héros, c'est ce que rappelle la phrase de Malraux dans l'exposition, mais on pourrait commencer par là. Il n'y a pas de héros sans un Homère, sans un Aède, sans un poète qui raconte quelque chose, qui chante ses récits. Et le titre de cet exposé, c'est une citation d'Iliade, donc Ajax, le géant, rocher des Achéens. C'est à un moment de l'Iliade où Hélène est sur les remparts de Troie et puis explique à Priam qui sont tous ces types-là sur le champ de bataille. Et pour décrire Ajax, la meilleure description, c'est celle-là. C'est un géant, c'est un bonheur. C'est pas un géant de la race des géants. C'est un personnage qui est Péloréos, qui est d'une taille monumentale. Alors peut-être comme un gardien de but, je ne sais pas. En tout cas, c'est un type costaud. Et il est rocher des Achéens, rempart des Achéens. Il a ce rôle-là. Et j'ai choisi Ajax pour plusieurs raisons. D'abord pour ne pas retomber dans simplement Héraclès et Thésée, qui sont des clés évidemment de lecture de ce motif dans le monde ancien. Mais parce que Ajax, c'est un personnage qui, dans l'Iliade et dans la tragédie, en somme, c'est un héros tragique. François disait, oui, il est problématique, il finit mal, il a une histoire qui n'est pas enviable. Au fond, Ajax, c'est peut-être pas un héros à imiter. Mais en même temps, dans l'Iliade en particulier, il s'articule à d'autres personnages, et c'est ce qui le rendait intéressant à mes yeux, j'espère aux vôtres dans un petit moment, en particulier son rapport aux armes et à l'armement. Ajax, il est fils de Télamon, et Télamon, c'est le nom de la bretelle qui sert à tenir le bouclier. Ajax, il a un fils qui s'appelle Eurysakès, l'homme au large bouclier. Et souvent, dans les généalogies grecques mythiques, les enfants ont des noms qui disent l'histoire du père. Svendro a très très bien montré ça. Et donc, Phrasicléa, la jeune fille, elle dit la gloire de son père, des choses comme ça. Et autour du nom d'Ajax, on trouve tout de suite cette idée des armes, et je vais y revenir tout de suite. En particulier, donc pourquoi plutôt Ajax? Parce qu'il s'articule à Achille en particulier. Quand Achille renonce à se battre dans l'Iliade, le substitut, il y en a plusieurs. Il y a Patrocle. Vous vous rappelez que Patrocle, quand ça commence à tourner mal pour les Grecs, Patrocle essaye de convaincre Achille de reprendre la bataille, il refuse, et la seule chose que Achille concède, c'est de prêter ses armes à Patrocle, qui se revêt de cette armure, et en ayant pris cette armure, il a presque
pris l'identité d'Achille. En tout cas, les Troyens qui le voient venir croient voir venir Achille. Et c'est un des points qui m'intéresse dans ce personnage, et je crois qui aussi caractérise l'héroïsme, c'est précisément ces modes d'action, et dans le cas d'Ajax, les armes, le statut des armes par rapport au corps et au personnage. Alors, je fais un choix d'image, j'avance comme ça, je ne vous fais pas une biographie d'Ajax, j'essaye de regarder ce que les Grecs en ont montré et ce que ça essaye de nous dire autour de ces figures. J'ai dit Ajax est couplé avec Achille. Je donne là sur écran, ça a l'air immense. C'est un tout petit détail du vase François, j'y reviendrai tout à l'heure. En réalité, c'est grand comme un paquet de cigarettes. C'est une toute petite image qui représente un cadavre, peut-être pas un cadavre exquis, mais un personnage entièrement dépouillé avec une très très belle chevelure qui correspond aux critères de ce que Jean-Pierre Vernat avait analysé autour de la belle mort. Dans la mort du jeune guerrier, tout est beau, Pantakala. Et c'est ce que cette image essaye de montrer en exhibant ce cadavre qui est emporté. Alors ce cadavre, il a les yeux clos, du mort. Ce mort, c'est Achille, dont le nom est inscrit ici. Et puis, il est emporté par un guerrier en armes, casqué, cuirassé, vivant, avec des cnémides, actif, en mouvement. Et ce guerrier, c'est Ajax. Et Ajax, il est à la fois dans l'Iliade, vous vous souvenez, la quantité d'épisodes, mais il y a un moment où les Grecs ont l'idée, au fond, pourquoi se battre armée contre armée? Pourquoi ne pas désigner deux chefs qui, en duel, se battraient, et puis l'affaire serait réglée? Et c'est ce à quoi on procède, c'est-à-dire que les volontaires se lèvent, il y en a un certain nombre, Diomède, Ajax, quelques autres, on tire au sort, et c'est Ajax qui est tiré au sort. Et Ajax va affronter Hector. Je vais y revenir dans un petit moment, on a des images de ça, mais au fond, d'une certaine manière, Ajax est le substitut d'Achille, dans cet épisode-là en tout cas, et l'articulation de l'un et l'autre est importante. Ajax, il est aussi doublé de deux manières. J'ai mis Ajax, le géant, c'est le grand Ajax, mais il y a un petit Ajax. Le grand Ajax, donc il est fils de Télamon, et il y en a un petit qui est fils d'Oïlée. Autrement dit, il y a deux homonymes, il y a deux Ajax, et souvent dans l'Iliade, Homère, le poète, utilise un nombre qui n'est ni le singulier ni le pluriel que le grec possède, qui est le duel, qui sert à désigner les deux mains, les deux yeux, les deux oreilles, des choses qui vont par deux, les jumeaux, deux personnages qui ne sont pas forcément d'une totale égalité, et c'est le cas du grand et du petit Ajax. Les Aiantes, comme ça, au duel, ils sont, l'un est grand et l'autre est petit, il y a une espèce de dissymétrie, et de la même façon, souvent au duel aussi, il est question d'Ajax et d'un autre guerrier qui est un archer, qui est Teucros. Teucros tire à l'arc et se met à l'abri derrière le bouclier d'Ajax. On a donc une espèce de couple comme ça. Certains ont voulu reconnaître sur l'image que je suis en train de vous montrer le couple Teucros parce que, vous voyez là, il y a un carquois, donc il y a un arc et un hoplite. Je ne suis pas sûr de ça. J'en suis d'autant moins sûr. Enfin, il y a une espèce d'envie des philologues, des littéraires, d'illustrer l'Iliade et de trouver des choses qui collent avec le texte de l'Iliade. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, je vous fais cadeau très rapidement de cette image-là. Mais dans le texte, en effet, très souvent, Ajax, avec son bouclier, protège un archer qui tire au loin. Donc, il y a une différence de technique des armes. Le vrai héros, c'est celui qui se bat à l'épée, au corps à corps, en vis-à-vis. L'archer, c'est celui qui lance ses flèches de loin, qui tire dans le vide, et on ne sait pas très bien comment il agit, donc ce n'est pas très héroïque, l'arc. Et vous vous rappelez, c'est l'arme de Paris, donc ça ne fait pas de Paris un grand personnage. C'est la critique qui est faite à Héraclès aussi dans les Trachiniennes, où on lui reproche ça, tu te sers de l'arc, et Héraclès est obligé d'argumenter pour dire oui, je me sers de l'arc, mais l'arc, moi, c'est pas pareil. Donc Héraclès a beau être archer, il reste un héros, aussi parce que Héraclès a un mode d'action il a toutes sortes d'armes, Héraclès. La fronde, les flèches, la massue, c'est pas du tout un hoplite, c'est pas un guerrier à l'épée, ça arrive qu'il utilise une épée, mais il fonctionne sur un mode très différent. Et surtout, il affronte pas seulement des guerriers, mais toutes sortes de bestioles, de monstres.
Donc je vous fais grâce de ça. Mais Héraclès ne se situe pas sur le plan où les guerriers homériques se situent. On n'est pas du tout dans le même ordre de combat. Les guerriers homériques, ils sont dans le vis-à-vis, l'affrontement. Et pour ce qui est d'Ajax, le grand combat d'Ajax, c'est le duel contre Hector. On a peu d'images de ça, curieusement. Et c'est aussi ça qui m'a retenu en faisant le choix d'Ajax. Dans le texte de l'Iliade, des combats sont décrits. Je vous montre là, c'est pareil, l'échelle est extrêmement trompeuse. Le vase que vous avez sous les yeux, qui est au Louvre, est gros comme une orange. C'est vraiment une petite chose. Un vase corinthien, on est dans le VIe siècle. 2 guerriers qui s'affrontent. Et si vous avez de bons yeux, mais j'en doute pas, vous lisez là une inscription. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'elle est en alphabet corinthien, mais c'est le nom d'Ajax, Aias. Et puis, avec des yeux encore meilleurs, sur la cuisse du personnage ici, vous lisez le nom d'Hector. Donc, il n'y a aucun doute sur l'identité de nos personnages, parce que des duels, on en a des quantités. Ils sont très précisément nommés, et ce que je trouve intéressant, vous le voyez, c'est qu'on a à gauche un Ajax dont le bouclier est vu de l'intérieur. Un bouclier, ça se tient sur la main gauche. Ça protège le corps, et on a le nom inscrit à l'intérieur. C'est pas un détail réaliste, hein. Le peintre a choisi d'inscrire le nom à cet endroit-là parce que c'était commode. Ça fait pendant à ce qu'on appelle l'épicème, c'est-à-dire cet aigle sur le bouclier d'Hector, qui est donc une espèce d'emblème qui met Hector sous la protection de l'oiseau de Zeus. On voit bien comment ça peut marcher. Et c'est, je ne crois pas par hasard, que le nom d'Ajax est inscrit sur son bouclier. Je rappelais à l'instant, hein, que le père d'Ajax s'appelle Bretelle de Bouclier, si on peut traduire comme ça Télamon, que son fils s'appelle l'homme au grand bouclier, et que Ajax, il est d'abord un bouclier, il est d'abord un protecteur. Et dans l'Iliade, dans le dispositif de l'Iliade, je disais, il est complémentaire d'Achille. Les bateaux sont installés sur la plage, sur la grève. Le camp d'Achille est à un bout de cet ensemble, et celui d'Ajax à l'autre bout. Ils sont vraiment les 2 bouts de la chaîne, et ils tiennent, ils protègent l'ensemble du système. Et quand Achille arrête de se battre, il faut que ce soit Ajax qui s'y colle. On a un autre exemple, il n'y en a pas des centaines, et je n'ai pas de toute façon l'intention de vous montrer tous les Ajax possibles. On a un autre exemple au Louvre, qui est très intéressant, cette coupe, donc avec un duel, où vous avez non seulement donc les 2 guerriers qui s'affrontent, mais des personnages qui les accompagnent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant pour caractériser le héros, c'est que les dieux, il a quelque chose de divin, soit dans sa généalogie, soit dans le monde qui le protège et qui le fait fonctionner. Je ne sais pas si c'est lisible pour vous, mais on a ici, de toute façon, la typologie est claire. Ce personnage-là, qui est féminin, casqué, avec une égide, c'est Athéna. Et le nom d'Athéna apparaît ici. Le nom d'Ajax apparaît ici, je ne sais pas si ça se voit. Et de l'autre côté, qui tombe déjà, qui est au bord du moment où il va tomber, c'est Hector. Son nom est inscrit ici. Et Hector est soutenu par un dieu à l'arc, qui est Apollon. Et donc on a là aucune surprise, hein, ça fonctionne comme ça dans l'Iliade, tout va bien. Ce qui est intéressant dans cette image, je ne sais pas si vous le distinguez facilement, il y a cette espèce d'énorme chose là, devant le bouclier d'Ajax, et c'est un rocher. Et dans le texte de l'Iliade, quand ils sont dans ce duel, non seulement ils se battent à l'épée, à la lance, etc., mais ils prennent des cailloux. Enfin, c'est vraiment un combat qui englobe une espèce de... Le paysage est pris dans cette affaire-là, tout y passe. Il y a une espèce de surdimension du combat héroïque. Vous vous souvenez peut-être, et je vais y arriver dans un instant, ce combat est interrompu par la nuit, et ça n'ira pas plus loin. Et donc ils vont se séparer après avoir échangé des cadeaux, on va voir ça dans un instant. Mais dans ce dossier iconographique d'Ajax, donc la partie combat-bataille est réduite. Et en revanche, et de manière pour nous surprenante, mais très intéressante, les peintres ont choisi, nous racontent tout autre chose. En particulier, on a une série d'images sur le modèle de celle que vous avez sous les yeux, qui est au Vatican, qui est signée d'un des grands peintres des figures noires, on est vers 540, Exéchias. Et Exéchias a probablement inventé, en tout cas pour nous, c'est le premier qui nous représente cette scène,
Vous voyez sans doute mal, mais vous devinez, j'espère, les inscriptions. Il y en a une là, Aiantos, donc Ajax au génitif. Il y en a une autre ici, verticale, Achilleos. Et vous avez Achille et Ajax qui sont en train de s'occuper à jouer. Alors, je ne peux pas vous donner les règles du jeu, mais ils jouent un jeu de pions. Voilà. Ils ne sont pas en train de se battre, ils ne sont évidemment pas adversaires, ils sont dans le même camp. Et ils ont comme débrayé. Il y a une pause, ils sont en train de faire tout autre chose. Alors, on pourrait spéculer longuement sur la symbolique de ces jeux, qui sont sûrement des jeux d'échecs, de dames, de pions, c'est-à-dire des jeux de bataille, mais de bataille réglés sur une table à jeu, et pas la bataille à laquelle, par ailleurs, ils participent. Ce qui est intéressant dans cette image, outre cet épisode dont aucun texte ne nous parle, donc là encore, ce n'est pas les images qui viennent illustrer les textes, c'est un monde parallèle qui raconte des histoires que nous, modernes, avons beaucoup de mal à raconter si on n'a pas quelqu'un pour nous les raconter. C'est-à-dire que je ne peux pas vous raconter ce qui se passe là. Je peux vous décrire les personnages, et les inscriptions m'aident à le faire de manière à peu près assurée. Pourquoi ils sont en train de jouer, à quel moment on est, où est-ce que ça se passe. Évidemment, dans la plaine de Troie, probablement, au pied des murs, mais pas plus que ça. En revanche, si je reste dans une lecture interne de l'image, ce qui est caractéristique et intéressant, c'est à la fois la manière dont Achille domine, puisque le casque d'Achille est placé au-dessus de sa tête. Vous avez une espèce de triangle dont la pointe est véritablement le sommet de la tête d'Achille, alors que le casque d'Ajax, vous l'avez vu, il est de côté. Et puis, en même temps, vous le voyez, il y a là un bouclier de profil, un deuxième ici. Ils ont posé une partie de leurs armes, et on voit là apparaître, une des questions qui m'intéresse, c'est cette espèce de double nature du héros épique, homérique. C'est qu'il est à la fois un corps physique, athlétique, avec toutes ses vertus guerrières et son énergie, mais aussi une armure, une panoplie, une espèce d'emballage métallique, et que cet emballage métallique, il a souvent une histoire et une durée qui est différente de celle du corps. Les armes d'Achille, bien sûr, mais celles d'Ajax. Et c'est un peu dans cette direction-là que je voudrais vous entraîner. Je laisse les détails parce que je vois que je suis trop long, mais il y a une série dans ces années-là, 540, 500, qui répète, parce qu'il y a un plaisir esthétique des peintres à détailler les ornements du vêtement, les cuissardes, tout. Vous voyez qu'ils ont des corps métalliques, les jambières, les protège-cuisses, les cuirasses. Ils ont simplement débrayé la tête et le bouclier. Parfois, le bouclier est tourné, je n'insiste pas sur ces détails. On a parfois des inscriptions qui nous aident. Enfin, ce que je vous raconte, je n'invente pas tout. Hein. Vous avez là Achille, Athéna, Ajax, et puis il parle. Et lui, Achille, il est en train de dire « Tétara Phéro ». J'ai fait 4, j'ai fait un 4, et l'autre, il a fait seulement un 2, dû au Féron. Ajax, il perd à tous les coups. Hein. Et c'est très intéressant. Je ne sais pas quoi faire avec ça, puisque je n'ai aucun récit qui me permette de l'insérer dans quelque chose de plus large. Mais en même temps, Achille et Ajax sont complémentaires. Ils sont adversaires de jeu, mais seulement de jeu. Et dans ce jeu, c'est Ajax qui perd. En même temps, vous voyez l'insistance à mettre les casques. Il y a tout, enfin, le dossier est long, je ne veux pas être trop long ici, mais la manière dont ces détails sont manœuvrés, les casques et les têtes, les regards orientés, construisent une espèce de deuxième héros, si vous voulez, métallique, à côté du héros corporel. Et dans le cas de cette image, vous devinez ici, en épicème, le nez, l'œil et les cheveux d'une espèce de Dionysos sur ce bouclier, dont l'autre moitié se trouve de l'autre côté. Et si on les rapprochait, on reconstruirait l'épicème d'un Dionysos sur un bouclier. Donc il y a toutes sortes de jeux compliqués. L'épicème standard d'un guerrier, ce n'est pas Dionysos. C'est un gorgonéon, c'est des images qui font peur, on en verra d'autres. Ici, le peintre, il nous promène entre le champ de l'épopée, les valeurs héroïques aristocratiques. On est dans l'Athènes de la fin des tyrans et le début de Clisthène. Et c'est des objets, ce n'est pas des images sur un écran, c'est des objets du banquet pour boire. Et donc Dionysos revient par la petite porte en image incluse à l'intérieur de l'image générale. Je passe ces détails, mais vous voyez la même logique. Sous le regard d'Athéna,
qui est très présente aussi bien du côté d'Ajax que du côté d'Achille. Alors j'en viens à une image un peu fragmentaire, mais très importante, et je n'ai pas de substitut, c'est la seule qui fonctionne comme ça. Un vase, donc une amphore qui est au musée de Würzburg, très brisée. Würzburg a été bombardé comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà le vase dans l'état où il est aujourd'hui, avec d'un côté un guerrier, un personnage qui le tient par la main, et la même chose de l'autre côté. À y regarder de près, on a donc d'un côté un personnage dont vous voyez le bouclier de l'intérieur, on est derrière lui. Ce personnage, il est vu de dos, vous voyez, c'est le creux du genou, le mollet, le talon. Il est vu de dos et il est entraîné par un personnage qui n'a plus ses cheveux, mais qui est un vieillard. Vous êtes obligé de me faire confiance. Mais je n'invente pas et j'ai quelques preuves à amener ensuite. Il tient un bâton, donc un civil. Ce n'est pas un guerrier sur le champ de bataille, c'est un civil qui prend par la main ce personnage qui est en train de s'éloigner. Et de l'autre côté, même chose, mais vu de face. Le guerrier, on voit son bouclier, il y a même en épicène un personnage de type africain qui sonne de la trompette, donc l'appel à la guerre d'un personnage qui est entraîné par la main par ce personnage un petit peu barbichu. On a un dessin ancien qui est dans les archives d'Ingres à Montauban. Ingres, il était absolument fasciné par toutes ces images grecques, par la ligne, le trait. Il a soit décalqué lui-même, soit fait décalquer par ses élèves tous les vases qui lui passaient sous les yeux à cette époque-là. On est dans les années 1830-40, c'est pendant le directorat d'Ingres à Rome. Et aujourd'hui, à Montauban, on a ces dessins qui sont des calques montés sur des planches et classés. Alors, ce qui m'intéresse, c'est celui-là, puisque là, j'ai un état à peu près complet du vase dans 100 ans avant les bombardements. Le vieillard s'appelle Phoenix. Alors là, on commence à être en terrain connu. Et du coup, Ingres ou son élève a inscrit ici Achille et Phoenix, ce qui est une erreur. Vous allez voir pourquoi. Parce que le bonhomme de l'autre côté, il s'appelle Hector. On n'a pas le nom de ce personnage-là, qui a de bonnes chances d'être Priam. On a une inscription Kalos Ei, que je laisse pour l'instant. Et on a une espèce de jeu recto-verso de deux personnages dont l'un est Hector, qui sont entraînés par des vieillards et qui tiennent à la main l'un une épée et l'autre une ceinture. Dans ce jeu de recto-verso, on n'est pas exactement dans l'Iliade, mais on est dans l'équivalent visuel de ce qui se passe dans l'Iliade. Je disais, Ajax a été tiré au sort, il affronte Hector, mais le combat s'interrompt parce que la nuit tombe. Et les messagers arrivent, Talthybios et Idée, et viennent dire, la nuit arrive, il faut savoir écouter la nuit, c'est le vers d'Homère. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se battre dans le noir. Et Ajax dit, moi je ferai ce qu'Hector décidera de faire. Et Hector dit, mais Ajax, tu es un noble guerrier, tu es un type valeureux, mais il faut écouter la nuit. Et donc on arrête le combat et on va s'échanger des cadeaux pour marquer, à la fois, puisqu'il n'y a pas de duel à mort, l'échange de la mort est renvoyé à plus tard. Et en revanche, ils se font des cadeaux. Et c'est ce qu'on voit sur cette image. On voit d'un côté l'épée que Hector offre à Ajax et de l'autre, la ceinture qu'Ajax offre à Hector. Le détail est très fignolé par le peintre. Alors, l'image que je vous montre n'est pas le texte d'Homère, puisque dans Homère, ce sont des messagers qui viennent. Il n'y a pas Priam, il n'y a pas Phoenix, il n'y a pas de vieillard. Ce que l'image montre, en revanche, de manière assez claire, j'espère pour vous, c'est que ces deux héros ne s'en vont pas les mains dans les poches. Il faut qu'on les sépare. Ils ne renoncent pas à se battre parce qu'ils n'ont pas envie de se battre. Ils ont envie de se battre, c'est ça leur héroïsme. Ce n'est pas par lâcheté qu'ils s'en vont, c'est parce que la nuit vient et qu'on doit les séparer. La version de cette image du peintre de Cléophrades, on est vers 500 à peu près, c'est une version différente du texte homérique, mais qui sur le fond dit les mêmes choses. Elle dit que deux guerriers héroïques, évidemment, ne renoncent pas à se battre, sauf cas de force majeure. Et vous avez dans l'image une force majeure qui les entraîne et qui les écarte. Il y a aussi une astuce graphique que je trouve très intéressante, c'est que je suis en train de vous montrer les deux côtés à la fois du même vase, mais ce n'est pas comme ça qu'on le voit. On voit recto, verso, l'un puis l'autre, et qu'en faisant le tour du vase, c'est le processus même de l'échange qui se construit dans l'espace plastique du vase. Et cet échange, je disais, porte sur une épée et une ceinture.
Et ce qui est intéressant dans cette histoire, vous la connaissez, si vous vous souvenez de l'Ajax de Sophocle, on va y arriver bien sûr, Ajax se suicide en se jetant sur une épée. L'épée sur laquelle Ajax se jette, c'est celle dont Hector lui a fait cadeau. Et Vidal-Naquet, dans un papier sur Ajax, héros tragique, rappelle l'analyse de Starobinski, j'y reviendrai, qui dit au fond, l'interruption de la bataille, ça n'est qu'un meurtre différé. Il y a dans cette image, dans cette histoire, une espèce de bombe à retardement, de temporalité à venir. Alors voilà, on n'est pas dans le présentisme, mais je n'avais pas fait ça pour faire plaisir à François. Il y a dans ces objets, dans ces personnages, et dans le statut des armes, ce que je rappelais tout à l'heure, les corps ont une durée de vie. Voilà, quand Ajax sera mort, il est mort, mais les armes d'Ajax, elles viennent d'ailleurs et elles vont continuer au-delà de lui. Et il y a donc une histoire parallèle des corps et des armes qui articule ce temps que Gernet analysait dans ce très beau papier sur la notion mythique de la valeur, qui est dans l'anthropologie de la Grèce ancienne, où Gernet s'arrête à un certain nombre d'objets, pas seulement des armes, pour montrer que dans le monde aristocratique et le monde archaïque, ces objets ont des généalogies et que la transmission des objets accumule de la valeur. En général, ils atterrissent dans des sanctuaires, ils ont des inscriptions qui disent... Donc on est dans cette sphère-là. Et le monde héroïque, épique grec est plein d'objets comme ça. Le collier d'Ériphyle, le trépied des 7 sages, l'épée d'Ajax, les armes d'Achille, et ainsi de suite. Alors les armes d'Achille, précisément. Vous vous rappelez, je suis obligé de faire court, dans l'Iliade, on pourrait raconter l'Iliade, je vais faire ça en 30 secondes, pas parce que j'imagine que vous ne savez rien de l'Iliade, mais pour tirer un fil particulier. On pourrait raconter l'Iliade en prenant le point de vue des armes seulement. Achille a été outragé dans le partage du butin, on lui a repris sa part et donc il fait la gueule, il ne veut plus se battre. Donc il dépose les armes. Ces armes, elles lui ont été données par Thétis, elles ont une histoire ancienne, il ne les met plus. Et comme je rappelais tout à l'heure, ça tourne mal pour les Grecs. Patrocle, il y a une ambassade d'Ulysse, rien n'y fait. Et le seul qui arrive à obtenir quelque chose, c'est Patrocle qui prend les armes d'Achille, prend la place d'Achille et qui est donc tué par Hector. À la mort d'Hector, que fait Hector? À la mort de Patrocle, Hector dépouille Patrocle. Il s'approprie les armes d'Achille. Il y a là, dans toute y compris la gestion des trophées, des manipulations d'armes, évidemment, une appropriation de la force du héros qu'il a tué. Et non seulement il les prend, mais il s'en revêt. Et quand Hector va affronter Achille, il sera armé des armes d'Achille. Entre-temps, Achille, dépouillé de ces armes-là, veut reprendre le combat, et c'est l'épisode de Thétis qui va chez Phaistos, ramène le bouclier, etc. Donc il y a une deuxième armure d'Achille, et au fond, dans l'Iliade, on a un moment où les armes d'Achille rencontrent les armes d'Achille. Ces jeux de dédoublement, de transfert sont tout à fait remarquables. Je laisse la fin de... Non, tant qu'on y est. Achille reprend le combat, tue Hector. Avant de le tuer, vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a un moment tout à fait fascinant où Hector voit bien ce qui va se passer et dit « Si je meurs, tu rendras mon corps à mes parents ». Et Achille lui répond « Jamais de la vie, je te dévorerai ». Il y a une espèce d'annonce cannibale, d'une violence qui dépasse l'héroïsme standard. Je veux dire, Achille, il est au-delà c'est pas un héros tout à fait ordinaire. J'ai oublié de vous rappeler, alors voilà, Achille tue Hector, ne rend pas le cadavre, non seulement il ne le rend pas, mais il utilise cette ceinture que Ajax avait offert à Hector pour attacher, c'est ce que vous voyez dans l'expo, les pieds d'Hector au char d'Achille. Donc ces deux objets-là, ils sont la fin de chacun de nos deux héros. Et puis, l'Iliade se termine avec la restitution, parce que finalement Achille revient un peu supplié par Priam, rend le corps. Au-delà de l'Iliade, en amont et en aval, Achille, enfant, c'est quelqu'un dont Thétis, sa mère, sait qu'il va périr s'il devient guerrier. Ce choix, la vie courte, la glorieuse, ou la vie longue et obscure. Achille est donc d'abord passé au feu pour essayer de devenir immortel, et puis Pélée s'aperçoit de ça et donc retire l'enfant à sa mère, le confie à Chiron. Il grandit. Une fois devenu grand, Thétis, que fait-elle? Elle envoie Achille à Skyros, chez le roi Lycomède, qui n'a que des filles.
et on habille Achille en fille. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Si ce n'est pas un homme, ça ne peut pas être un héros, donc ce n'est pas un guerrier, et il va être sauvé. Les Grecs, comprenant que sans Achille, ils ne prendront jamais Troie, vont essayer de le débusquer. Qui fait ça? C'est Ulysse. Ulysse s'habille en marchand, arrive chez Lycomède. Je n'ai pas d'image grecque à vous montrer de ça, ça n'existe que dans la peinture pompéienne. Mais Ulysse arrive en marchand avec Ajax, tous les deux, et dans un paquet de marchandises, de colliers, de miroirs, d'objets féminins, il a dissimulé des armes. Et quand les filles de Lycomède commencent à se mettre des boucles d'oreilles et tout, on voit une épée et Achille s'en empare et révèle son identité. C'est-à-dire que cette prise d'armes, au sens de vraiment prendre les armes, c'est l'identité d'Achille et il redevient l'homme qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Ça, c'est en amont. En aval, Paris finit par tuer Achille au talon avec une flèche. Et une fois Achille mort, il y a tout un débat pour savoir qui aura les armes d'Achille. Et il y a beaucoup de prétendants. Et il y a une discussion importante, je vais y revenir dans un moment, mais celui qui va ramener le cadavre d'Achille, c'est Ajax. Et c'est par là que je voudrais commencer maintenant. Donc je vous ai montré tout à l'heure un détail. Ça, c'est le vase François, un grand cratère au musée de Florence, avec toute une série d'images. Je n'ai pas le temps de les développer, mais une bonne moitié du vase est consacrée à Achille, les noces de Thétis et Pélée, Achille, les jeux en l'honneur de Patrocle. Et sur les anses, ici, à cet endroit-là, et c'est donc d'assez petite dimension, le détail par quoi j'ai commencé tout à l'heure, que je vous ai déjà montré, d'un côté et de l'autre. Avec, en les mettant bout à bout, une petite variante intéressante, c'est que de ce côté-ci, Ajax tient une lance, et cette lance, c'est un cadeau du père d'Achille. La lance de Frêne, c'est la seule arme qui n'est pas divine dans l'armement d'Achille. Je pense qu'il y a un jeu là-dessus, mais peu importe. En tout cas, on a une iconographie extrêmement riche de ce que j'appellerais ce cadavre exquis, c'est-à-dire d'un Ajax portant le corps d'Achille, y compris dans des variantes où il n'y a pas d'inscription, mais le schéma étant établi, on est à peu près tranquille sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un guerrier les yeux ouverts, qui marche les pieds sur terre, qui tient son bouclier avec des panthères, des lions, et qui porte sur son dos un personnage les yeux fermés, les bras ballants, les jambes ballantes, bouclier gorgonéon sur le dos, et la crête, le cimier du casque en berne ici, puisque le crâne tombe, et il y a toute cette espèce d'effet comme ça d'inertie. Donc non pas un corps dénudé, calos comme Achille tout à l'heure, mais un corps en armes, et on a ramené le tout, corps et armes, ce qui est tout à fait essentiel. Cette image, comme la suivante, est attribuée à Exéchias, le même peintre qui fait notre Ajax et Achille jouant au dé, avec un jeu très intéressant, mais je n'ai pas le temps de m'attarder, de panthères de face, d'aigles, enfin tout un bestiaire sur les boucliers qui dit, sur le mode métaphorique, ce que sont les héros qui sont comme des lions, qui sont comme des aigles, qui sont enfin, un peu comme des Indiens, des choses qui ont été étudiées par Anishinaabe dans son livre sur le lion, héros, masque. Et puis, puisqu'on est à la Bibliothèque nationale, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce pot cassé qui est au département des médailles et monnaies antiques, un fragment d'une coupe où vous voyez Ajax qui a relevé les protège-joues de son casque, qui est de 3/4 face, et qui porte sur son épaule, alors c'est difficile à distinguer, mais le plus simple, c'est de partir peut-être d'ici. Là, vous avez l'abdomen, les côtes, vous avez ici le sexe d'un personnage qu'il faut imaginer en arc de cercle sur les épaules d'Ajax. C'est le corps d'Achille, et un corps qui saigne abondamment, avec la main d'Ajax qui tient le personnage. Il y a une espèce à la fois de richesse anatomique, de plaisir esthétique extraordinaire, qui rend un peu homologue le sang, les cheveux, enfin toutes ces choses-là qui ont été étudiées par Ronian, c'est-à-dire toutes ces métaphores du corps qui sont l'énergie, la puissance. On n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, mais dans l'héroïsme grec épique, ça saigne beaucoup, la chevelure est importante, et elle est importante aussi dans l'imaginaire grec. Avant la bataille de Marathon, les Lacédémoniens,
Les 100, ils sont en train de se faire des frisettes et de se fignoler la coiffure parce que cette esthétique du corps, elle fait partie de leur héroïsme et de leur virilité. Alors, donc, mort d'Achille et débat, dispute pour savoir qui aura droit aux armes d'Achille. On a une image qui est très intéressante, qui est là aussi unique. On est dans les années 520, figure noire. Ça ressemble, vu de loin, je vous montre un peu la forme du vase et puis peut-être de plus près le détail. Vous avez un personnage un peu comme un orateur sur une tribune, qui a la bouche ouverte et qui est en train de parler, qui s'adresse à un auditeur, appuyé sur son bâton, un peu comme des citoyens. Mais entre les deux, vous le voyez, un amoncellement d'armes, sans corps, hein, c'est simplement les armes mais dressées, comme s'il y avait un personnage au milieu, un casque, bouclier avec un trépied en épicème, les cnémides, l'épée, les lances, enfin tout y est. Et les deux personnages, dans leur dialogue, parlent, il y a même des inscriptions qui disent des choses, et les inscriptions, elles disent simplement Ulysses, ici, Ulysse, et en réponse, Aias, Ajax. C'est-à-dire que le peintre ne nous décrit pas le contenu des discours, mais il n'y a pas besoin. Au fond, Ulysse demande les armes d'Achille parce qu'il est Ulysse, et Ajax les demande parce qu'il est Ajax. Et les raisons, leurs arguments, vous les trouvez en particulier au chant 13 des Métamorphoses d'Ovide. Ulysse dit ça, c'est moi qui ai révélé Achille à lui-même, c'était une fille et j'en ai fait un garçon, j'ai fait toutes sortes de choses pour sauver les Grecs, donc ça me revient. Et Ajax dit, mais moi je me suis battu à sa place, je suis le plus fort, je l'ai sauvé, j'ai ramené le cadavre, donc j'y ai droit. Alors, cette image-là qui ressemble à un débat démocratique dans l'Athènes classique, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais en tout cas, il y a un vrai agone, un vrai dialogue en parole, avec les armes comme enjeu. On a plusieurs autres images qui mettent en jeu d'abord la dispute. On voit ici un personnage qui a dégainé son épée, il tient le fourreau d'une main, l'épée de l'autre, et ils sont deux à l'empêcher d'agresser son vis-à-vis, qui lui aussi dégaine son épée, on le retient par la main, et l'enjeu entre les deux, vous le voyez au sol, ce sont les armes, la panoplie. Cette panoplie, bouclier, casque, cuirasse, cnémide, c'est-à-dire la partie du corporel, l'emballage. Hein. Vous avez des jambes, une tête, un torse. En grec, hein, la cuirasse, c'est thorax, c'est la même chose que le thorax. Voilà, c'est l'enveloppe en bronze. Et c'est autour de ça qu'a lieu la dispute sur cette image. Au revers, le vote. On voit des personnages qui posent des petits jetons. Donc, ce n'est pas un vote très démocratique, puisqu'on voit qui vote quoi. Donc, on n'est pas dans l'illustration de la vie politique athénienne, ce n'est pas ça. On est dans une scène arbitrée par Athéna, qui, de la main, désigne ici le vainqueur du vote, c'est Ulysse qui gagne. Ulysse lève les mains, il est ravi, et bon, on ne le voit pas et c'est fragmentaire, mais de l'autre côté, c'est Ajax qui a perdu. À l'intérieur de ce vase, on a une scène tout à fait remarquable de la transmission par Ulysse des armes d'Achille à Néoptolème. Et la construction de l'image met en évidence un corps absent, la tête, le torse et les cnémides, d'un Achille qui est comme s'il était là en armes, mais pas encore. Et le passage des armes construit cette valeur qu'analyse Gernet, que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est dans le passage d'Achille par Ulysse à Néoptolème que se construisent des alliances, des traditions, enfin toute une série de choses sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister. Le bouclier porte un motif d'un lion qui dévore une biche. Ce n'est pas très héroïque, mais c'est quand même une des métaphores héroïques qu'on trouve dans l'Iliade. Et c'est un bouclier un peu archaïsant dans son style. Il y a 3 vases qui fonctionnent un peu sur le même mode, qui sont contemporains, de Douris et du peintre de Brigos. Je vous en montre un second, qui est à Londres, la dispute, hein, Ulysse probablement et Ajax, ou l'inverse, qu'on empêche de se battre. Et ici, les armes sont sous les anses. Au revers, le vote, avec Athéna, qui, pareil, est plutôt du côté d'un Ulysse qui se réjouit, alors que de l'autre côté, là, on voit bien le détail, Ajax est déjà enveloppé dans son manteau, déjà coupé du monde, un peu d'ailleurs dans l'attitude d'Achille, sous sa tente qui lui aussi fait la gueule. C'est un geste qui est décrit par Aristophane, hein, qui plaisante là-dessus en disant, qui se moque d'Échille dans la dispute Euripide-Échille.
où on dit « ouais, Achille, il nous a fait un Achille qui est emmitouflé, qui fait la gueule sur la scène ». Ajax est un peu dans cette posture-là. C'est important, puisque, oui, Ajax, comme Achille au début de l'Iliade, est un perdant. Alors, dans le cas d'Ajax, ça lui colle à la peau, ce n'est pas le cas d'Achille. Donc voilà de plus près les détails. Et à l'intérieur de cette coupe, on a la scène d'une probablement une esclave, peut-être Chryséis rendue à Agamemnon, des choses de ce type, je ne vais pas plus long. Et puis il y en a un troisième qui est fragmentaire, qui est aujourd'hui au Getty, et qui représente de la même façon, maintenant que vous les avez vus, vous reconnaissez, hein, l'épée, on le retient, il y a un groupe de 3 d'un côté, même chose de l'autre, et donc la dispute, au revers, c'est très fragmentaire, mais le vote, et là encore, il est plutôt pas très content. Athéna, alors, si vous avez de bons yeux, vous voyez là les petits serpents de l'égide, et Athéna, elle est complètement du côté d'Ulysse. Ce qui est intéressant dans ce vase, très fragmentaire, et c'est pour ça que je vous le montre, c'est l'intérieur. À l'intérieur, vous avez le suicide d'Ajax. Vous vous rappelez, c'est la pièce de Sophocle. Ajax a été désavoué, a perdu, et donc il veut se venger des Grecs qui ont été contre lui, et il les massacre. Simplement, au lieu de massacrer les Grecs, il massacre un troupeau de moutons égarés par Athéna. En tout cas, dans la version de Sophocle, Athéna l'égare complètement. Il massacre le troupeau, et quand il se réveille, reprend conscience, voit ce qu'il a fait, pris de honte et de désespoir, il se suicide. Et vous avez à l'intérieur donc de cette image qui d'un côté montrait la dispute et le vote, le moment où Tecmessa, l'épouse d'Ajax, vient recouvrir d'un linceul le corps transpercé sur la plage, avec une forte insistance sur l'épée. L'épée d'Ajax, c'est le titre de l'analyse de Starobinski, qui insiste vraiment sur ce moment-là. Si je les mets les 3 ensemble, juste pour comme ça récapituler, ça me permet au passage d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de narration toute faite, qu'il n'y a pas de triptyque donné d'avance, que ces peintres de vases connaissent des histoires, ils ne sont pas en train d'illustrer Sophocle, ils précèdent Sophocle, mais ces histoires circulent et ils les construisent par assemblage, et donc l'un insistant sur la transmission des armes, l'autre sur le suicide, l'autre sur un épisode de partage du butin. Donc il n'y a pas de programme donné d'avance, et c'est ce qui fait à la fois l'intérêt et la richesse de ces iconographies. Alors je reviens à ce suicide. On a plusieurs images, celle-ci donc qui est plus proche de quelque chose comme le rituel funéraire après la mort, c'est le rôle des femmes et elle vient couvrir le corps. C'est le thème le plus fréquent dans l'iconographie d'Ajax. Dès l'époque archaïque, on a des images de ce type. Et là, je vous montre une coupe corinthienne où vous voyez un Ajax qui est transpercé par son épée, le sang qui coule, visage contre terre et les yeux clos, entouré de toute une série de personnages qui sont nommés en alphabet corinthien, Diomédès, peut-être Ulysse, mais j'en sais rien, en tout cas Phoenix, le nom d'Ajax est inscrit ici, et puis Nestor, Agamemnon, et puis, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai retenu, vous avez les 2 doubles d'Ajax, Teucros d'une part et l'autre Ajax d'autre part. J'ai commencé par là tout à l'heure en disant il est le demi-frère ou l'homonyme de l'un ou l'autre, et vous les avez là. Et donc, ce qui a d'abord été retenu par les imagiers archaïques, c'est la mort et la lamentation autour du corps. Même chose sur les métopes de Célinonte. J'avance et je reviens, c'est pas à Exéchias, toujours le même peintre, qui a fait le choix, et c'est ça qui avait retenu l'attention de Starobinski, c'est ça qui a été repris récemment dans l'exposition Mélancolie au Grand Palais par Jean Clair, c'est-à-dire pour réfléchir sur le mélancolique, c'est l'argument de l'analyse de Starobinski, c'est celle-là dans ces 3 fureurs, l'épée d'Ajax. Ajax, c'est celui qui ne peut pas affronter cette humiliation, et donc on est du côté de la mélancolie, de l'humeur noire, de choses comme ça. Le choix d'Exéchias, vous le voyez, c'est un décalage important. Au lieu de montrer la mort et le sang qui coule, on est dans le moment où Ajax a décidé de se suicider et donc est en train d'installer l'épée dont je vous ai raconté l'histoire, de l'installer en terre. Il est accroupi près d'un grand palmier. Vidal-Naquet a analysé ça en insistant sur le mot grec. Le palmier, c'est phoenix.
Et phoenix, c'est le phénicien, c'est aussi la couleur pourpre. Et il y a peut-être dans le choix du palmier, qui est peut-être un décor exotique, on est à Troyes et voilà, mais aussi l'idée qu'il y a du sang, il y a du rouge, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, dans le détail, vous le voyez, l'attention, Ajax, il est ici aussi concentré sur son épée que tout à l'heure sur la table de jeu, devant Achille, en train de préparer très précisément. Il y a un détail auquel je n'avais pas prêté attention. Il est sexuellement très actif. Il n'est pas en érection, mais il n'est pas non plus dans l'esthétique athlétique qui nie complètement le sexe. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à creuser. Je le laisse à vos méditations. Et j'insiste aussi sur le détail des armes qui ont été débrayées. Donc le corps va périr, les armes sont mises de côté. Et dans cette image-là, Ézéchias a pris soin de tourner le bouclier de face vers nous, avec un gorgonéon qui est la mort en face, qui nous regarde. Et donc là encore, chaque détail de cette construction va dans la même direction. La mort d'Ajax, l'échec de ce héros, qui est donc pas seulement un héros épique, mais oui, certainement un héros tragique. J'ai remis ensemble, parce que c'est tout à fait remarquable et pas toujours évident, c'est les 3 vases du même peintre Ézéchias, le jeu, le cadavre d'Achille et le suicide. Je ne saurais trop vous recommander d'aller à Boulogne-sur-Mer. Dès que les chemins de fer marcheront, c'est un peu loin même quand ça marche, mais c'est là que se trouve le vase du suicide d'Ajax. Il a été restauré récemment et c'est un des plus beaux vases grecs qu'on puisse imaginer. Ce motif archaïque, Ézéchias c'est 540-530, il est repris un peu plus tard par un peintre des années 460, avec cette fois non pas le moment où il installe l'épée, mais une espèce de prière aux dieux, avec de nouveau les armes et l'insistance sur le fourreau, l'épée, toute l'histoire que je vous ai racontée, elle est derrière, elle est implicite dans cette affaire-là. Et là encore, les images ne racontent pas, elles indiquent, elles mettent des choses sous vos yeux. Et il faut soit que la culture grecque, vous avez entendu raconter ces histoires, et vous les reconnaissez. Ces images, ça se lit comme de l'hébreu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les voyelles, et si vous ne connaissez pas les mots, ça ne dit rien. Mais tout est là et réorganisé selon des modalités. Alors, évidemment, je suis le fil qui m'intéresse, qui est celui des armes, qui est dans le cas d'Ajax tout à fait remarquable, parce qu'il est à la croisée de cette histoire d'Achille et des armes d'Achille, de ses propres armes, cadeaux d'Hector. Donc j'ai mis là un autre vase qui est publié anciennement sous cette forme-là. C'est un tout petit vase, c'est grand comme une espèce d'orange qu'on aurait coupé en deux. D'un côté, vous avez ce personnage bras écartés devant son épée. De l'autre, le reste, le casque, le bouclier, le fourreau de l'épée. Mais en réalité, le dessin est trompeur. Il faudrait, si on avait le vase sous les yeux, le voir comme ça. Et là encore, on voit plus explicitement le dédoublement, corps et armes, et ce jeu de transmission. Et l'insistance sur l'épée, l'épée plantée en terre, le fourreau de l'épée. Encore une fois, je fais un peu de bibliographie au passage. Les 3 fureurs de Starobinski, c'est un texte absolument remarquable. Et à l'intérieur, vous avez ce texte sur l'épée d'Ajax auquel je vous renvoie. Cette épée d'Ajax, alors voilà, ça c'est un peu le personnage héroïque. J'ai dit en commençant qu'il y avait des héros demi-dieux, Ajax ou Héraclès, Achille, fils de Thétis, une déesse, ou Héraclès, fils d'un dieu, Zeus. D'autres ne le sont pas. Thésée, il est parfois dit fils de Poséidon, c'est plus compliqué. Ajax n'est pas un dieu, n'a pas d'origine directement divine. Mais ce qui caractérise le héros aussi, c'est son ancrage local dans un espace géographique donné. Ajax, dans l'Iliade, il mène les bateaux des Salaminiens. Salamine, l'île au large d'Athènes, celle où plus tard les Grecs auront coulé la flotte perse. Et je vous montre là à l'écran, je vais très vite parce que je prends 5 minutes et je vous laisse tranquille. Ajax, il est ancré dans la vie civique athénienne et dans l'espace géographique. Il est salaminien, il mène les bateaux de Salamine, et dans la revendication qui est un objet de conflit entre Mégare, qui est sur le détroit quand on va vers Corinthe,
et Athènes, les deux cités revendiquent Salamine. Et on a deux versions de l'Iliade, avec des vers interpolés. Il y a une version des Mégariens qui dit que les bateaux des Salaminiens, ils étaient menés par un Mégarien. Et puis la version pisistratéenne qui codifie le texte de l'Iliade et qui dit d'Ajax qui mène les Athéniens. Donc il y a cette revendication, il y a un jeu, c'est le volet qui devrait nous intéresser ensuite, de réappropriation des héros, c'est-à-dire d'usage politique des héros et de leur ancrage et de à quoi ça sert d'avoir des héros. À Athènes, Ajax, il donne à partir de Clisthène 508, la réforme clisténienne, le regroupement de tout l'espace athénien en tribus, ce que Vidal-Naquet, avec l'évêque, avait étudié de manière très, très fine. Une des tribus de l'Attique s'appelle l'Aiantis, la tribu d'Ajax. Et à Salamine, donc on a ce personnage, il donne son nom avec Érecté, Pandion, enfin il y a toute une série d'autres. Le choix d'Ajax comme éponyme d'une des tribus est certainement pas lié au hasard. À l'écran, vous avez sous les yeux des monnaies de Salamine qui sont des monnaies du IVe siècle, avec d'un côté une figure féminine qui est l'île de Salamine, et de l'autre côté un bouclier, avec l'inscription Sa-la, donc c'est Sa-la-mine. C'est très effacé ici, c'est beaucoup plus clair ici. Sur le bouclier, il y a une épée. Et très clairement, ce bouclier, cette épée, c'est Ajax. Ajax, il n'est pas enterré à Salamine. Hein. On n'a pas un héroïne avec le tombeau d'Ajax à Salamine. Ajax, il est enterré à Troie, près de Troie, et je vais y arriver dans un moment. À Athènes, sur la frise du Parthénon, mais ça se discute, mais je vous le signale au passage, si on accepte l'interprétation d'un certain nombre d'archéologues, on a une frise avec les dieux assemblés, et à côté des dieux, une série de personnages qui sont les héros des tribus athéniennes. Et donc vous auriez là un Ajax. Je ne donne pas ma tête à couper là-dessus, mais je donne ma tête à couper que les monnaies de Salamine et le bouclier et l'épée, c'est Ajax. Ça, là-dessus, j'ai aucun doute. On sait que sur l'agora, il y avait une grande stèle, une grande base avec la statue des 10 héros athéniens, et il n'y aurait rien de scandaleux, et l'interprétation me paraît intéressante, même si elle n'est pas définitivement prouvée, de voir sur la frise du Parthénon ces héros et Ajax à cet endroit. On a aussi, toujours pour construire la figure d'Ajax dans la vie civique athénienne du 5e et du 4e siècle, sur les fouilles de l'agora, on a trouvé des petits jetons en plomb qui sont probablement les jetons des personnages qui vont soit dans les tribunaux, soit dans des opérations civiques, qui désignent l'appartenance à une tribu. Et le jeton que vous avez, si vous avez de bons yeux, le jeton que vous avez sous les yeux donne le nom de Ajax ici et la figure du héros de Ajax. Et c'est probablement des petits objets en plomb. Ça n'a pas une valeur monétaire, c'est pas des monnaies, c'est des symbolas, des marques, des petits emblèmes. Et le citoyen de la tribu Aiantis, il a un petit jeton comme ça pour aller au tribunal ou pour aller voter, ou pour des moments de ce type. J'ai dit tout à l'heure que le tombeau d'Ajax, il était du côté de Troie, et à époque romaine impériale, alors on a toutes sortes de récits tardifs. Il y en a un, par exemple, qui raconte que Ulysse, ayant gagné les armes d'Achille, part en bateau, et que dans son naufrage, ses armes coulent, et le bouclier d'Achille, il est rejeté par la mer sur le tombeau d'Ajax. Donc on peut jouer comme ça des coutures et des sutures et des réemplois. En revanche, là c'est un phénomène plus précis, à l'époque romaine impériale, on est à l'époque de Caracalla, dans la ville de Prusse, la ville de Dion de Prusse, qui est aujourd'hui Bursa, qui est la première capitale de l'Empire ottoman avant Istanbul. Donc à Prusse, on émet des monnaies à l'effigie de l'empereur Caracalla, avec une inscription qui est quelque chose comme qui est Autocrator, Caesara, Marcos, Aurelios, Antoninos, Sébastos, donc c'est la titulature de l'empereur Caracalla. Et de l'autre côté, le Prousaéon, donc les monnaies de Prusse, avec l'image d'un Ajax à genoux, un paquet de rochers, l'épée installée, en train de se jeter sur son épée, et à ses pieds, son bouclier.
Donc là encore, cette histoire, elle continue et elle est comme ça reprise, récupérée. Alors après, il faudrait une plus longue analyse pour mieux comprendre pourquoi on éprouve le besoin de réactiver Ajax et le tombeau d'Ajax à ce moment-là. Je termine avec une image comme ça dans la relecture. Donc là, on est dans le héros politique, l'histoire d'une cité, Athènes qui en fait une tribu, ou la Bursa qui s'approprie le mérite d'avoir le tombeau d'Ajax. Et puis, juste pour en terminer et pour passer à toute autre chose, le règne de Flore de Poussin, qui est aujourd'hui à Dresde, met en scène toute une série de divinités, Flore au milieu, Pan, des nymphes, et Ajax en train de se jeter sur son épée. Pourquoi? Vous vous rappelez, j'aurais dû vous raconter ça aussi, j'aurais fini la biographie complète d'Ajax comme ça. Ajax, une fois mort, le sang d'Ajax donne naissance à une fleur, le pied d'alouette, enfin une fleur qui a sur ses pétales des veines rouges que Philostrate décrit comme les lettres Aias, Aiai, des lettres qui disent la douleur, qui sont la structure même de la fleur et qui sont le nom d'Ajax. Voilà, Ajax, c'est la douleur. Et je m'arrête comme ça. Mais si vous n'avez rien compris ou pas compris, ou si j'ai dit une bêtise, vous avez même le droit de protester. Oui, il y a de la parenté aussi, oui. Puisqu'ils sont tous les Télamon et Pelée étant les fils de Éaque, d'Éacos, oui. Ils sont donc cousins germains. Alors, il y a plein de cousins dans cette affaire-là, oui. Mais vous avez raison de rappeler cela. J'ai été frappé quand vous nous avez montré les morts d'Ajax, oui. Celle où c'est sa femme qui le recouvre. Tecmès, oui. Tecmès, il s'est suicidé à l'envers. Alors, c'est compliqué, ça. Bien vu, bien vu. C'est compliqué, il y a une littérature monstrueuse là-dessus parce que ça excite beaucoup les anatomistes. Vous avez vu toute l'imagerie archaïque qui se jette face contre terre. Hein. Et là, en effet, on a l'impression que l'épée lui passe entre les omoplates et elle sort au sternum. Alors, il y a quelques archéologues qui ont même essayé de nier cette évidence. Je pense que si on se met sur un plan réaliste, on ne s'en sort pas. Ce avec quoi cette image-là joue, c'est avec le scénario standard des rituels funéraires de la prothésis. C'est-à-dire que dans un rituel normal, pas du suicide évidemment, le mort, il est allongé sur le dos, il est couvert d'un linge, on ne voit que sa tête et la famille vient le voir. Et je pense que le peintre, il travaille sur ça. C'est-à-dire qu'on est revenu dans le traitement de l'oikos, c'est Tecmessa qui agit. Mais oui, c'est bien vu et vous avez raison. Mais cette image, pour le moment, on en trouvera peut-être une autre un de ces jours, elle reste unique. Je voulais aussi vous signaler, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un auteur américain qui s'appelle Dan Simmons, qui écrit plutôt des livres de science-fiction, entre guillemets, où il y a deux tomes comme ça. Sur Ajax ? Sur la guerre de Troie. Oui, L'un s'appelle Ilium. Mais c'est intéressant de voir. Je me méfie beaucoup, mais j'ai sûrement tort. Non, mais oui, enfin, si vous voulez, c'est un épisode important, mais c'est intéressant de voir qu'à l'heure actuelle encore, on peut écrire sur la guerre de Troie, d'une façon petit peu détournée. Mais... Oui. Non, mais vous avez raison, et j'ai sûrement tort de m'en méfier, parce que si on veut lire l'histoire des réinterprétations, ça en fait évidemment partie. Même chose, j'avais pensé, en commençant, montrer une des images du film Troy, hein, où Ajax est une espèce de malabar formidable, c'est un vrai géant avec des vagues monstrueuses, enfin voilà. Et puis je me suis dit, ça pollue, et en plus je ne suis pas compétent, mais vous avez raison, il faut aller regarder de ce côté-là, mais c'est probablement une autre histoire. Le Troy, ça raconte par rapport à l'Iliade des choses qui sont incompatibles avec la logique de l'Iliade. Agamemnon, il n'y arrive plus du tout la même chose, enfin ça ne colle pas. Moi je ne défends pas la vérité, l'orthodoxie du mythe, il n'y en a pas. Hein. La mythologie, ça sert à faire réfléchir les gens ou à les divertir. Moi, je pense avec Vernon que ça sert à penser les catégories de la culture qui les racontent. Et c'est à ça que je me suis arrêté. Mais évidemment, il y a de la place pour plein d'autres choses. Merci, mais il faudra que je vais noter le nom de ce romancier. Oui, peut-être avant que... Je pense qu'il y aura aussi d'autres
question ou commentaire. Dans ton exposé, je trouve que ce fil que tu as suivi, c'est-à-dire les armes d'un côté, les corps de l'autre, est tout à fait éclairant. Et alors, pour en revenir à Ajax, qui est quand même un héros extrêmement particulier, problématique, oui. Je suis frappé par cette question disons presque du double, puisque, alors d'un côté, justement, si on prend les armes, au fond, ce duel, c'est les armes d'Achille contre les armes d'Achille. Oui, oui. Bon, donc c'est Achille contre Achille. D'une certaine façon. Dans Achille Hector, oui. Et dans la rançon d'Hector, en image, c'est tout à fait extraordinaire. Bon. Dans le cas d'Ajax, alors on a ce rapport avec Teucros, avec l'autre Ajax, voilà. Avec l'autre Ajax, qui est là, alors qui est, oui, c'est un autre Ajax avec la dissymétrie que tu as indiquée, mais ça fait quand même une concentration Ça fait beaucoup pour un seul homme. Voilà. Et est-ce que tu peux de cela tirer quelque chose à propos de cette catégorie héroïque dans laquelle s'inscrit néanmoins Ajax, mais en même temps, en la subvertissant, puisque c'est les valeurs héroïques, il les pratique finalement tellement de manière excessive qu'il les retourne. Enfin, est-ce qu'on peut aller plus loin à partir de cette réflexion sur le double Alors, oui, il y a une espèce de pelote là qui se construit autour d'Ajax. C'est un héros problématique, c'est un perdant, c'est un mélancolique, c'est un furieux à un moment donné. Mais Achille aussi a quelque chose de ça. Donc je ne sais pas s'il y a une norme du héros. S'il y en a un, c'est Hector. Voilà, je dirais ça. Mais en reprenant le livre de Redfield, mais il n'y a même pas de raison de décider qu'il y en a un qui est plus qu'un autre. Ce qui est intéressant dans l'Iliade, c'est que ça fait système. Voilà, c'est ça. Et qu'à l'intérieur de ce réseau-là, Ajax, mais peut-être aussi parce qu'on s'y est arrêté plus longuement, il faudrait regarder, retravailler les autres sur ce mode-là. Ajax, il est tout à fait remarquable, mais peut-être que Philoctète amènerait à des choses comme ça. Enfin, il faudrait creuser ça un peu plus. Moi, je suis parti de la question des armes. Et je suis parti, quand tu m'as demandé est-ce que tu as l'idée, j'avais ça en tête depuis longtemps, mais moi, j'étais dans l'esthétique des armes, parce que tout ça est horrible, et en même temps, c'est des images superbes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là ? Et je pense qu'il faudrait, si on voulait creuser, ce qui est la ligne de cette série, il faudrait faire un inventaire complet de comment s'articulent les uns aux autres. Mais c'est vrai qu'Ajax, il est 3 ou 4 fois double. Il est le double de l'autre Ajax, il est le demi-frère de Teucros, il a le double d'Achille. Et en même temps, c'est sans issue, cette affaire-là, il me semble. Je ne sais pas si je réponds, mais je vois que ça... Oui, dans l'histoire d'Ajax, alors, est-ce que c'est un perdant parce qu'il est devenu combattant ? Est-ce qu'on a dans sa biographie, est-ce qu'on sait ce qu'il était avant d'être combattant, avant qu'il ait des armes ? Est-ce que c'était un perdant aussi ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une symbolique, le fait qu'il soit un combattant devient perdant, comme tous ceux qui se battent, c'est qu'il y a quelque chose d'inéluctable. Et pourquoi en fait c'est un perdant ? Non, mais quand je dis que c'est un perdant, j'ai rien en tête avant la guerre de Troie sur Ajax. Il faudrait creuser, il y a sûrement des trucs, alors vous me corrigerez, mais moi je suis parti de l'Iliade. Il est perdant, mais c'est-à-dire, le problème d'Ajax, c'est que c'est lui-même qui se tue. Enfin, c'est plus compliqué que ça, puisque c'est l'épée qu'Hector lui a donnée, donc c'est un meurtre à retardement. Mais il est perdant parce qu'il est déshonoré, c'est ça la question. Toute l'affaire de l'Iliade, c'est une question d'honneur. Achille se retire parce que sa part lui a été enlevée, donc il n'a pas eu sa timée, il est déshonoré, il ne se bat plus. Simplement, et les autres, ils meurent, mais ils ne sont pas perdants en mourant. C'est au contraire, c'est ça qui fait leur cléos, c'est ça qui fait leur gloire. Un héros vivant, c'est pas un héros.
Un bon héros, enfin j'ai dit ça, c'est pas seulement une plaisanterie. Un bon héros, c'est un héros mort qui a un culte, dont on dit l'histoire, et c'est ça qui fait sa valeur héroïque. Je ne sais pas si je réponds complètement à... Mais comme à reprises, vous aviez évoqué qu'il était perdant, notamment... il est perdant dans le vote entre Ulysse et Ajax. Quand il joue, on va dire, à des jeux de société, pas de basique, oui, il est perdant aussi. Je veux dire. Oui. Donc il y a quelque chose un peu... Je pense que c'est ça le film, mais j'arrive pas du côté du jeu de dames, si on va dire ça. Je sais pas ce que c'est comme jeu de pion. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. J'ai rien là-dessus. Donc il y a toute une littérature. Chacun y est allé de son idée. Ils sont en train de jouer, ils voient pas ce qui se passe autour. Enfin, on peut broder tout ce qu'on veut. En revanche, le lien dans l'arbitrage ou dans le jeu, le hasard n'est pas de son côté, quoi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'est plutôt sur la technique. Enfin, j'étais très frappé par ce qu'il y a de très poétique dans la façon de suggérer, justement, sans les voyelles, en quelque sorte, cette façon de donner la partie pour le tout, en s'adressant allusivement à un public qui est censé tout savoir, finalement. Alors, quelle est la part de... Dans quel cas est-ce qu'on a le fragment seulement, ou une toute petite chose qui est allusive? Et dans quel cas on a des grandes scènes qui racontent? Ou quelle est la proportion? Est-ce que c'est plutôt allusif tout le temps? C'est ce que vous avez choisi, je trouve. Là, ou est-ce qu'il y a des cas? Ou est-ce que ça tient à la grandeur, par exemple, des objets, des vases? Ou est-ce que quand on a un tout petit objet, on est plus allusif? Ou comment ça... Oui, c'est une question que je ne me serais pas posée, mais qui est très intéressante. Ce que vous venez de voir, là, il y avait deux, trois vases corinthiens du 7e. Tout le reste, on s'est baladé entre 580 pour le vase François et 480 sur 100 ans. Dans cette période-là, sur ces objets-là, on a des images qui sont essentiellement... Il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de décor de fond. Toutes les images sont anthropomorphiques. On voit essentiellement des figures humaines. Et quand il y a des objets manipulés, ces objets, ce n'est pas de la décoration. Ils disent quelque chose. Et on est dans une image qui est très minimaliste. Je ne sais pas si c'est elliptique, mais il y a peu de choses. Quand on a des grands vases, c'est pas beaucoup plus chargé. Le vase François, qui est le plus compliqué de tous les vases grecs, en réalité, quand on regarde de près, il est tout aussi minimaliste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a 280 personnages, 180 inscriptions, c'est une cathédrale, on pourrait dire. Mais en réalité, tout ça est découpé en tranches et on est ramené à chaque fois à des choses relativement simples. Par exemple, si vous avez de bons yeux, là, vous voyez une espèce de construction avec un jeune homme et des hydries à la fontaine. On a le nom d'Achille derrière, et c'est Troïlos qui vient, et il y a une inscription qui dit « Créné, fontaine ». Ceci est une fontaine. Parce que la fontaine, dans cette histoire-là que peut-être vous ne connaissez pas, donc si vous ne la connaissez pas, voilà, on est en panne, mais si vous vous souvenez, Achille, il va en embuscade, guetter derrière la fontaine, le moment où Troïlos vient, et il le trucide. Mais voilà, l'image, elle donne tous ces éléments. Je me suis beaucoup remué les méninges là-dessus. Est-ce que les images sont narratives ou pas, etc. Le récit en images est autre chose. Les images nous donnent les moyens, à condition qu'on ait les références, de reproduire un récit. Mais elles ne racontent pas comme la tapisserie de Bayeux. Donc elles balisent en mettant des noms. Et souvent, elles mettent des noms sur des choses évidentes. Athéna, on la reconnaît très facilement et on a son nom. Et parfois, nous, archéologues, on aimerait bien qu'il y ait le nom du bonhomme et on ne l'a pas, et tant pis pour nous. Donc c'est ce jeu-là. Est-ce que c'est elliptique? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une culture qui fonctionne sur l'oralité, qui a une mémoire visuelle et orale qui n'est pas forcément textuelle entre les deux. Et c'est un peu ça qui m'intéresse. Par exemple, quand j'ai fait ce tableau des trois variantes, là, c'était un peu pour jouer sur l'idée que voilà, il n'y avait pas un récit fait d'avance, qu'il y avait une combinatoire, un peu comme dans Pindare.
Pindare, il doit faire l'éloge d'un Gugus et il prend un bout de... C'est extrêmement allusif, Pindare, il ne raconte pas non plus des mythes. Il donne des bouts parce que les gens savent. Et je crois que ça fonctionne sur ce mode-là. Je ne sais pas si je réponds complètement, mais... Et donc c'est une peinture, mais même plus tard dans le temps, quand on passe à la céramique de Grande Grèce à Pulienne, où il y a de très grands vases, où il y a beaucoup de figures, c'est très abondant et c'est pas plus explicite que ça. Et on n'a pas les livrets des salons qui nous racontent les histoires. Il n'y a pas même de titre à tous ces tableaux, donc on est un peu égaré. Et c'est pour ça que c'est rigolo. Alors il y a aussi des fausses inscriptions pour compliquer l'affaire, mais on ne va pas prolonger inutilement la... Oui, il y a des peintres qui savent qu'on peut écrire, mais qui ne savent pas écrire, donc ils mettent des petits points pour des clients qui ne savent pas lire, mais qui savent qu'on pourrait donner le nom. Enfin, pour faire vite, c'est comme ça que je le lis. Donc, c'est quand même très différent de la peinture ou de la mosaïque romaine. Oui. Pompéienne, qui est plus démonstrative, et on a vraiment déjà de la peinture avec... Ben là, la peinture pompéienne, elle est plus élaborée dans à la fois l'homogénéité, l'espace et des choses comme ça. Elle donne moins... Enfin, parfois des inscriptions, mais moins. Mais elle n'est parfois pas plus évidente que ça non plus. La Villa des Mystères à Pompéi, c'est un mystère pour nous, mais je ne suis pas sûr que ce soit la Villa des Mystères. Donc voilà. Donc, là encore, s'il n'y a pas... C'est tout le problème de l'herméneutique. On comprend quand on a compris. Et ces choses-là, s'il n'y a pas... Mais même nous, dans une cathédrale, on est un peu paumés. Alors, on a des références qui sont... voilà, oui, ça, en tout cas, oui. Et le banquet est un lieu de récitation de Pindare et du reste, ou de ces affaires-là. C'est-à-dire, chacun ne vient pas en disant « ah ben aujourd'hui, je vais lire mon vase », mais c'est une possibilité qui est donnée sur laquelle on peut embrayer. Et c'est assez étonnant, ça. Parce que tout ça, c'est de la vaisselle, hein, quand même. Il ne faut pas oublier. Voilà, absolument, absolument. Ah ben, au symposion, donc les Grecs, ils mangent d'abord, ils boivent ensuite. Ils peuvent se contenter de boire sans manger. Ils sont sur des lits par paquet de 12. Enfin, c'est des petits groupes. Et on mélange un grand cratère, on boit des coups et on se raconte des histoires. Donc ça peut être à partir de ça, mais ça peut être à partir du dernier événement politique de la veille. J'en sais rien, j'ai pas essayé, mais... Encore pour revenir à la question du héros, tu dis Ajax, héros tragique. Oui, c'est Vidal qui dit ça, mais je le suis volontiers. Mais, alors bien sûr, mais est-ce qu'on peut distinguer entre l'Ajax, disons héros épique, tel qu'il est dans l'épopée chez Homère, et Sophocle. Oui. Ou est-ce que tu n'as pas tendance à reporter sur Homère ce que je sais par Sophocle. Ce que tu sais par Sophocle. Oui, sûrement, et tu as raison. Et il faut peut-être y aller doucement. Mais oui, parce que c'est dans Sophocle qu'on nous dit Ajax, il va être enterré avec son épée. Donc c'est vrai que ça apporte toute une série de connotations qu'ensuite on a du mal à oublier quand on est avant. Donc oui. Et donc à ce moment-là, par rapport à ce système, enfin cet ensemble des héros homériques, donc Ajax avec, donc il faut envisager avec tous ces doubles ou presque doubles. Ça c'est dans Homère. Hein. Oui, ça c'est dans Homère. Et mais bon, par rapport à Achille, bien évidemment, mais aussi par rapport à Ulysse, qui chacun d'entre eux présente aussi des traits problématiques. Tu l'as bien dit, bon, pour Achille, il a des traits tout à fait problématiques, Ulysse plus encore. Oui, bien sûr. Et tout ça, néanmoins, ça fait des héros. Oui, mais ça dépend ce qu'on met sous l'étiquette héros. Donc là, je vous renvoie à la suite de vos aventures. Mais il y a Heroidein, j'ai dit en commençant, c'est faire des vers épiques et raconter de l'épopée. À l'intérieur de ça, donc, est susceptible d'entrer dans ce catalogue des héros toutes sortes de personnages dont les valeurs et les comportements ne sont pas mécaniquement les mêmes, évidemment. Ouais. Alors, il y a quand même quelqu'un qu'on n'a pas évoqué du tout et qui est dans la codification comme ça
des héros joue un rôle important, c'est Hésiode, oui. avec sa race des héros. Alors, est-ce que... Alors, le Hésiode de la race des héros, c'est le temps lointain, antérieur, et toute une partie de ces personnages relève de cet aspect. C'est-à-dire, Ajax, c'est un homme pour l'Athènes du 5e siècle. Quand Clisthène fait sa tribu à Iantis, il est dans quelque chose comme le temps passé et les gens d'autrefois dont on récupère les valeurs pour organiser la cité contemporaine. Donc il y a une race des héros, mais dans la race des héros d'Hésiode, il n'y a aucun nom n'est donné. C'est un temps. Oui, sauf que... Non, il n'y a pas de nom, mais on parle de Thèbes et on parle de Troie. Oui, c'est ce monde-là. Voilà. Ouais. Mais apparemment, les héros d'Hésiode, la race des héros, est entièrement positive. Et on parle de leur justice, on parle de leur bravoure, mais il n'y a pas ces... Il n'y a pas d'Ajax. Oui, il n'y a pas d'Ajax, mais il n'y a pas d'Achille non plus. Il n'y a pas d'Ulysse, parce que Ulysse n'est pas totalement juste. Donc voilà. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, mais ils sont à la fois les deux. Mais ils sont modèles de quelque chose et pas modèle absolu. Donc, et c'est l'articulation des uns par rapport aux autres qui va construire ce champ-là. Alors, il y a une tribu théséide. Ben oui, enfin... Je veux bien vous refaire une heure sur Thésée, hein, sans difficulté. Thésée, c'est le roi athénien qui vient d'ailleurs et qui reconstruit tout le territoire de l'Attique en le parcourant. Il délivre, enfin bon, voilà, le Minotaure, tout ça. Donc, Thésée, c'est vraiment une fabrication du 5e siècle. Simon ramène les ossements de Thésée. C'est là qu'on voit le mieux une espèce de panthéonisation. Là, pour le coup, de Thésée, c'est assez clair. Et ça permet de construire une organisation du territoire attique. Ajax, ça permet de s'approprier Salamine. C'est surtout ça qui est en jeu dans cette affaire-là. La réforme de Clisthène, elle est compliquée, mais pour faire bref, l'Attique, c'est un territoire qui est très très découpé, avec une cité, avec de la campagne et avec du bord de mer. Et Clisthène, pour unifier tout ça, au lieu de découper les tribus en 4 comme dans toutes les cités ioniennes, il fait un partage en 10, et chacune des tribus, c'est un bout de la ville, de la campagne et de la mer. C'est-à-dire que la géométrisation de l'espace politique, il est fait du brassage des espaces réels. Et Ajax, il est bien pour ça, parce que c'est une île, c'est en face, hein, donc ça marche comme ça. Des pouvoirs locaux, oui. De brasser tout ça. Oui. Certes. Oui. Mais l'affectation de non héroïque du temps passé, elle récupère une géographie passée, les parcours de Thésée, la position d'Ajax. Il y a une Théséide, oui. Et puis, un peu par faillotage à époque impériale, ils ont rajouté des tribus qui ont des noms d'empereurs, si je me souviens bien. Mais ça n'était plus la démocratie. On va peut-être pas abuser des bonnes choses. Non, mais écoutez, merci. Merci d'être venu et courage pour rentrer.